Bonjour à tous, merci d'être venus assister à ce webinaire. Je suis aux côtés de Frédéric Grand, directeur technique de Building Smart. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir. On va attendre encore 2 petites minutes pour les retardataires avant de lancer notre session. Jean-Frédéric. Bonjour à tous. Donc les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d'être ensemble unis dans une même salle. Donc nous sommes à distance. Une petite minute. Eh bien, écoutez, Frédéric, si tu es prêt, Absolument. on va se lancer, ça va les faire venir. Donc, en fait, merci encore d'avoir pris cette heure pour échanger, en tout cas participer avec nous à cette présentation et échanger, bien évidemment, on compte sur vous vers la fin. C'est toujours plus intéressant quand c'est interactif. Donc, autour de cette bonne heure, en quelque sorte, d'échange avec Frédéric Grand, on va essayer de vous présenter d'abord Building Smart, en fait, Building Smart France, qui travaille sur les sujets de la normalisation, de la standardisation du BIM. On est le directeur technique, et il est expert reconnu, en tout cas, je le laisserai se présenter un petit peu plus en détail, mais il est vraiment reconnu sur le domaine du BIM. Et puis, moi, de mon côté, je suis directeur de Batiprix, et j'aurai le plaisir de vous présenter Batiprix. Donc, pour ceux qui connaissent, vous aurez probablement une présentation un peu plus technique, en quelque sorte, de Batiprix et de comment Batiprix est utilisé. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, avec plaisir d'échanger un petit peu vers la fin. Si vous souhaitez un petit peu plus d'infos, on peut vous rappeler bien évidemment un petit peu plus tard, ultérieurement, vous communiquer des documentations, vous faire des présentations un peu plus concrètes. Et donc, notre objectif à travers cette session, c'est de vous présenter en quelque sorte les contraintes aujourd'hui du BIM. Alors, il y en a de moins en moins, enfin, en tout cas sur le marché de la construction neuve, sur les gros projets, mais ce n'est pas tout à fait évident sur le marché de la rénovation et entretien des bâtiments. Donc, l'agenda que nous avons préparé à ce sujet est très simple. Donc, une fois qu'on vous aura présenté les entités, on va attaquer avec la question centrale, hein, enfin, plutôt la présentation du BIM, de quoi on parle, pour qu'on soit bien clair, en tout cas, de la définition et de ce qui se cache derrière le mot BIM. Pour les connaisseurs, écoutez, c'est très bien, mais beaucoup, en quelque sorte, découvrent le BIM ou ont appris le BIM à travers la littérature ou à travers des échanges avec des experts. C'est bien aussi de poser le débat et de bien savoir, quand on parle du BIM, de quoi s'agit-il exactement. Ensuite, quelles sont les contraintes en fait, sur le marché de la rénovation et entretien des bâtiments? Qu'est-ce que propose Building Smart? Qu'est-ce que propose Batiprix? Pourquoi l'association, pourquoi Batiprix d'ailleurs s'intéresse à ce sujet? Et puis bien évidemment, à vos questions pour qu'on puisse rendre en quelque sorte cette interaction riche et intéressante pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à poser déjà vos questions sur le chat. On y répondra à la fin, mais ça permettra au moins de commencer à les regrouper par thématique pour qu'on puisse être efficace. Donc, je laisserai tout de suite Frédéric Grand se présenter. Merci, Soufiane.
Donc bonjour à tous, je suis Frédéric Grand, je suis directeur technique de l'association Building Smart France, pardon. Je vais vous en parler un peu plus sur la diapo suivante. Donc dans la vie, je travaille effectivement pour cette association sur tout ce qui est pré-normalisation autour du BIM, on va y revenir. Mais j'ai également une grosse activité en normalisation, donc je travaille sur des normes autour de cet écosystème, autour de ce monde du BIM, avec notamment des expertises dans le domaine des IFC, des IFD. On va en parler rapidement, hein. L'idée n'est pas de vous abreuver d'acronymes incompréhensibles ou de numéros de normes. C'est pas du tout l'objectif de ce webinaire. Même si vous cherchez, si vous cherchez d'autres informations, vous pourrez effectivement revenir vers moi et on pourra approfondir tout ça. Je suis membre du steering committee de ce qu'on appelle la Product Room internationale, qui s'attache au niveau international à essayer de prendre en compte les problématiques d'utilisation des données produits et ouvrages dans ce fameux monde du BIM. Je suis co-rédacteur d'une norme française qui s'appelle la norme XPP 0750, plus connue sous le nom de PPBIM, qui est en fait la première norme qui a été publiée en France autour du BIM et qui a découlé sur la création d'une norme internationale, donc une norme ISO. Bon, je ne vais pas vous redonner le numéro parce qu'encore une fois, ça n'a que peu d'intérêt pour notre discussion d'aujourd'hui, mais Cocorico, c'est donc la France qui a porté à l'international cette première norme BIM française et qui a poussé à sa transformation et à son adoption en norme ISO. Je suis également expert dans les comités de normalisation européens, cette fois-ci également pour le BIM, dans quelque chose qui s'appelle le CNTC 442, peu importe. C'est le groupe de normalisation à l'Europe pour tout ce qui a trait autour du BIM. Et de la même manière, je suis expert cette fois-ci au niveau international, donc à l'ISO, autour de toutes ces problématiques de BIM. Donc l'association Building Smart France, de quoi on parle? On parle d'une association qui a été créée donc il y a pas mal d'années déjà, puisqu'elle a été créée en 1989. Alors à l'époque, on ne parlait pas de BIM, hein, je vous rassure. On parlait d'EDI, d'échange de données informatisées. Et à l'époque, l'association d'ailleurs s'appelait EdiConstruct. Puis elle est devenue MediaConstruct, puis Building Smart France MediaConstruct. Alors pourquoi avoir changé de nom pour intégrer Building Smart France dans le nom? C'est parce qu'en fait, l'association Building Smart France est, on va dire, la branche française, le chapitre français d'une association internationale qui s'appelle Building Smart International, du coup, et dont l'objectif est justement de travailler à la pré-normalisation autour de tout ce qui a trait au monde du BIM, et qui a été créé cette fois-ci en 1996. Donc en gros, pour simplifier, Building Smart France est la partie française d'une entité beaucoup plus importante et internationale, qui a des chapitres de par le monde entier. On a des chapitres américains, chinois, japonais, à Singapour, etc., 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 et qui adresse, qui travaille à pré-normaliser tout ce qui a trait à l'écosystème du BIM. Alors chez nous, chez Building Smart France, on a tendance à ne pas parler de BIM, mais plutôt à parler d'open BIM. Et par open, on entend ouvert, normalisé, accessible à tous, en comparaison à ce qu'on pourrait appeler du BIM propriétaire. Je vais y revenir très rapidement tout à l'heure. Et notre slogan, et c'est pour nous très très important chez Building Smart France, c'est le BIM pour tous et le BIM ensemble. On ne veut pas réduire cette notion de BIM à quelque chose de très élitiste qui ne va pouvoir être accessible que par un certain nombre d'acteurs du monde de la construction. On est vraiment là pour que tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de l'acte de construire, autour de l'exploitation, maintenance, de la déconstruction, tout le cycle de vie en fait d'un ouvrage, puissent utiliser ces notions de BIM. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important, cette notion de BIM pour tous. Voilà très rapidement au sujet de Building Smart France, Building Smart International et moi. Et je vais donc laisser la parole à Soufiane pour passer sur la partie bâti prix. Merci, merci Frédéric. Alors, bâti prix, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est simplement une marque. C'est une marque, c'est la marque en quelque sorte du moniteur, du groupe moniteur. C'est la solution aujourd'hui de référence pour le chiffrage des travaux de construction et de rénovation et entretien des bâtiments. Le moniteur est une marque également du groupe Infopro Digital. Qu'est-ce qu'on fait chez Batiprix? Qu'est-ce que fait Batiprix? Ça existe depuis 40 ans et ça permet en quelque sorte aux acteurs de chiffrer tout ça, de consulter une sorte de nomenclature qui est devenue une nomenclature un peu standard. J'utilise un peu
par abus de langage ce mot, mais vous allez voir qu'il y a quand même des professionnels aujourd'hui qui utilisent en fait le standard Batiprix, que je vais vous présenter juste après. Bon, qui utilise Batiprix? On a la maîtrise d'ouvrage qui, globalement, a besoin de chiffrer des travaux, donc faire des estimations de travaux, faire des appels d'offres en quelque sorte de gestion des marchés de rénovation, entretien des bâtiments. Il y a des maîtres d'œuvre qui sont délégués, qui ont des délégations de pouvoir par les maîtres d'ouvrage et qui vont en quelque sorte s'occuper d'une partie de la gestion et de la description en quelque sorte de ces marchés de travaux. Il y a les entreprises de travaux qui, soit pour leurs propres besoins d'organisation, d'harmonisation et de rationalisation des process, vont utiliser Batiprix pour avoir un langage commun en interne, mais parfois aussi pour répondre à des marchés publics ou des marchés privés. Bien évidemment, des artisans, des auto-entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas aujourd'hui, enfin, qui ne peuvent pas, en fait, au tout début, d'abord connaître l'ensemble de tous les corps d'État, avoir les descriptifs techniques précis pour décrire les travaux. Et donc, ça leur permet d'avoir une base extrêmement simple, prête à l'emploi pour faire des devis un peu plus professionnels. Et puis, bien évidemment, en fait, la partie la moins connue de Batiprix, c'est énormément d'acteurs de l'enseignement professionnel qui utilisent Batiprix pour enseigner les méthodes de chiffrage aux étudiants des filières BTP. Donc, on travaille avec beaucoup de Greta, de CFA, de lycées, d'établissements professionnels comme l'AFPA, par exemple, qui vont utiliser à travers Batiprix, en fait, ils vont présenter aux étudiants la face cachée du chiffrage. Ce n'est pas juste le prix, mais pour arriver au prix de vente, eh ben, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc, bien évidemment, il y a les coûts visibles, le salaire caché et le coût des matériaux, mais il y a aussi et surtout tout un tas de frais, notamment les frais généraux, qui ne sont pas forcément faciles à calculer, notamment sur le marché de la construction, parce que chaque corps d'État est très spécifique. Voilà, donc en tout cas, très rapidement, pourquoi Batiprix est aujourd'hui relativement connu, notamment sur le secteur public? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de donneurs d'ordre ou beaucoup de maîtres d'ouvrage considèrent Batiprix comme une sorte de tiers de confiance. Pourquoi un tiers de confiance? Parce que c'est la seule base, vraiment la seule, unique base, qui propose en quelque sorte des données totalement neutres et totalement indépendantes de toute publicité, prescription, sponsoring. Donc, vous trouverez en quelque sorte la définition d'ouvrage, mais une définition plutôt technique. On ne va pas parler d'une prise d'un fabricant en particulier, d'une prise électrique. Quand on va parler d'équipement technique, on va parler de l'équipement technique, des caractéristiques de l'équipement technique, des temps de mise en œuvre de l'équipement technique, etc., et jamais de celui qui le fabrique ou celui qui le distribue. Donc, ça fait 40 ans, en tout cas d'expérience, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des données extrêmement précises et pointues. Donc, les données, on ne les fait pas uniquement chez nous, donc on les fait bien évidemment avec nos équipes d'économistes de la construction, des gens qui sont souvent d'ailleurs, qui viennent en fait de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'ils étaient utilisateurs ou qui ont utilisé Batiprix pour faire gérer au sein de soit d'entreprises de travaux, soit au sein de maîtres d'ouvrage, en fait, cette problématique de chiffrage des travaux, notamment sur la rénovation entretien, et qui nous rejoignent pour contribuer en quelque sorte au développement de Batiprix, ou alors des bureaux d'études, des entreprises de travaux qu'on contribue pour rester totalement connectés aux pratiques terrain. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est la particularité. C'est pas juste une base qu'on actualise, une base de prix en fait de fourniture, pas du tout. C'est très très technique, vous allez voir. Et aujourd'hui, ça se base, et ça c'est aussi une dimension importante, ça se base sur une méthodologie qui est publique, qui est publiée dans tout le support des solutions proposées par Batiprix, soit le print, soit le digital. Et cette méthodologie permet en quelque sorte d'expliquer comment on arrive au prix. Ce n'est pas juste un prix, mais c'est surtout une méthodologie qui peut être personnalisée, qui doit d'ailleurs être personnalisée. Dans certains cas, on fournit tout un tas d'informations complémentaires comme les coefficients de majoration et minoration, parce que le marché de la construction, ce n'est pas le marché de l'automobile, ce n'est pas une voiture fabriquée en série qui rentre dans un garage et puis qui suit tout un processus pour son entretien et maintenance. Ce n'est pas tout à fait le cas, en tout cas sur le marché de la construction. Presque tout projet est singulier et c'est important d'avoir une base de données complète et précise. Donc en fait, la complétude, bien évidemment, parce qu'on couvre l'ensemble des corps d'État. Pour l'instant, c'est assez simple, donc du gros œuvre jusqu'aux équipements techniques. Pourquoi en fait on va utiliser Batiprix, ou quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices? J'utilise Batiprix parce que en fait je veux vraiment gagner du temps, et surtout quand je gère beaucoup de marchés de rénovation entretien, quand j'ai un patrimoine diffus,
quand j'ai des problématiques de ressources internes techniques, je veux gagner du temps. Je veux gagner du temps aussi quand je suis entreprise de travaux et que j'ai plusieurs équipes en fait, qui font à peu près la même chose, mais chacun à sa manière. Je mets à disposition une sorte de nomenclature standard qui permet à tout le monde d'avoir les mêmes bases de travail et je gagne du temps. Du temps dans mes chiffrages, du temps en tant que maître d'ouvrage dans la vérification des devis. Vous allez voir, j'ai tout un tas de quantités qui me permettent, tout un tas de données ou de descriptifs qui me permettent vraiment d'aller à l'essentiel et d'aller très très vite dans la qualification et la vérification. Donc ces descriptifs précis sont importants parce que bon, parfois on n'a pas les mêmes terminologies. La preuve, c'est que vous changez simplement de région et vous avez parfois le parpaing qui ne s'appelle pas du tout parpaing dans une autre région, ça s'appelle plutôt du ciment aggloméré. Donc, et pour éviter en quelque sorte des incompréhensions ou des malentendus ou des descriptifs un peu approximatifs, l'intérêt c'est d'avoir cette base précise qui permet entre autres d'avoir les temps de mise en œuvre pour chaque ouvrage, qui permet d'avoir les quantités ramenées à une unité d'œuvre, un mètre linéaire, un mètre carré, un mètre cube, etc., et pouvoir les comparer, les challenger, bien évidemment personnaliser à travers la méthodologie et les hypothèses qui sont fournies au public, éventuellement personnaliser en quelque sorte les paramètres d'ajustement qui permettent d'avoir des prix, soit je sais pas moi, ça peut être pour un certain nombre d'entreprises, des prix adaptés à la région, parce qu'ils ne sont pas situés dans une grande métropole, et donc par rapport au coût de main-d'œuvre, ils ont éventuellement des coûts un peu inférieurs, ils ont aussi des cours de matériaux, enfin le prix des matériaux est relativement inférieur, donc ils peuvent ajuster tout ça pour avoir quelque chose qui correspond parfaitement à leur contexte et à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Aussi, et donc je l'ai dit un peu depuis le début, comment fédérer une communauté, plusieurs acteurs, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises de travaux, des artisans et parfois aussi des étudiants qui se forment sur ces méthodes. Avoir une nomenclature, une sorte de langage commun, ça permet quand même de simplifier les échanges. BatiPrix, c'est quand même une sorte de solution assez simple, accessible techniquement. Donc vous allez voir que c'est relativement facile d'accéder à la nomenclature, mais aussi accessible par le prix. Donc c'est relativement facile. Nos prix sont publics, donc consultables sur notre site web batiprix.com. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à digiter un petit coup d'œil pour voir exactement de quoi on parle et quelles sont les différentes solutions que je ne vais pas présenter ici parce que ce n'est pas vraiment à vocation commerciale, mais n'hésitez pas d'y aller. Alors, je passe la main à Frédéric pour vous parler du BIM. De quoi on parle en fait quand on parle du BIM, Frédéric? Merci Soufiane. Quand on parle de BIM, finalement, on parle de beaucoup de choses. Et BIM, c'est un acronyme qui peut avoir plusieurs significations. La première d'entre elles, ça va être Building Information Model. Et quand on parle de Building Information Model, en fait, on parle d'une maquette numérique, d'une représentation numérique d'un projet de construction. Pourquoi c'est important de se dire ça? Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, on a toujours échangé des traits, de la géométrie qui en fait ne portait aucune information. C'est-à-dire qu'on soit à l'âge de pierre et du papyrus, où on venait sur des papyrus dessiner le plan d'un bâtiment, ou même quand on est arrivé dans la CAO avec des logiciels comme AutoCAD que tout le monde connaît, finalement, on a toujours échangé aucune information autre que de la géométrie. Le Building Information Model, la maquette numérique, elle, va être capable d'associer de la donnée, on parle de sémantique, d'associer cette sémantique à l'information géométrique qu'on transporte. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur un élément dans un logiciel BIM quel qu'il soit, on ne va pas sélectionner un trait qui représente un mur, mais on va sélectionner un objet mur, un objet poteau, un objet poutre. Et c'est ça qui change tout, en fait, c'est qu'on va être capable d'associer numériquement les caractéristiques physiques et fonctionnelles de nos bâtiments dans cette maquette numérique BIM. La deuxième signification du M de Building Information, c'est le Building Information Modeling. On parle cette fois-ci plutôt d'un mode de travail collaboratif. On parle des processus d'échange entre tous les acteurs qui travaillent ensemble dans l'acte de construire et dans la gestion d'un projet de construction. Donc c'est une deuxième notion très importante, cette notion de travail collaboratif, de processus d'échange et de travail entre tous les acteurs. Et aujourd'hui, c'est ce Building Information Modeling qui est le plus souvent retenu comme signification de l'acronyme BIM. Le troisième d'entre eux, c'est Building Information Management,
où là, on s'adresse plus particulièrement à la notion de gestion de projet. Alors, c'est une notion qui a tendance un petit peu à disparaître dans le monde du BIM et qu'on a réintégré dans la partie Building Information Modeling, finalement. Donc, retenez ces trois définitions, en fait. Building Information Model, Modeling et Management, tout en sachant que la notion qu'on a tendance à garder le plus souvent pour parler de BIM, c'est Building Information Modeling, ce processus de travail collaboratif qui implique tous les acteurs, toute la chaîne de valeur autour d'un projet de construction. Donc, pour résumer, on peut considérer que le Building Information Modeling, c'est une nouvelle manière de concevoir et de construire qui est basée sur un processus collaboratif. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter, optimiser l'entretien, la maintenance et la gestion du cycle de vie des bâtiments. Ce que je tiens à rajouter quand je vous parle de Building Information Model, Modeling Management, c'est que je vous ai expliqué ce que c'est. Maintenant, j'ai envie de vous dire ce que ce n'est pas. Très souvent, on a tendance à se dire que le BIM, c'est un outil, que le BIM, c'est un logiciel. Absolument pas. Absolument pas. Le BIM, c'est une façon de travailler avec des outils numériques et d'échanger de l'information associée à la géométrie d'un projet. Alors, je vous fais ça de manière très simplifiée, mais pour moi, c'est ce qu'il faut retenir. Le BIM, ce n'est pas un outil. Le BIM, ce n'est pas un logiciel. Le BIM, c'est une méthodologie de travail autour d'une conception de base de données des informations dans un projet de construction. Donc, si on passe à la diapo suivante pour illustrer un petit peu mon propos. Donc là, c'est une capture d'un outil de visualisation d'une maquette numérique, donc un Building Information Model. Il est bon de savoir que ce type d'outil est à disposition gratuitement sur le marché. Donc là, en l'occurrence, c'est un outil qui est édité par le CSTB, que vous pouvez télécharger. Si sur Google, vous tapez FBIM, c'est le nom de ce logiciel, ou visualiseur BIM gratuit, vous allez avoir une multitude de liens qui vont vous permettre de télécharger des outils tels que celui-ci, qui vont vous permettre de voir que dans une maquette numérique BIM, on va retrouver les informations du projet organisées de manière hiérarchique. Toute maquette numérique va comprendre les informations du projet, sa géolocalisation, puisque le bâtiment qui flotte dans les airs, finalement, c'est pas terrible. Donc, sa localisation, on va retrouver les infos du bâtiment qui va être décomposé en étages, qui vont être décomposés en pièces. Ces pièces vont comporter des murs, les murs vont comporter des fenêtres, etc., etc. Donc, vous allez avoir toute une structure hiérarchique. Bien entendu, la géométrie 3D de mon bâtiment qui va être affichée, puisqu'on a commencé à parler de ça. Mais surtout, quand on sélectionne un élément sur cette géométrie, on va voir que chacun des objets porte de l'information. Donc, en cliquant sur mon mur, je vais voir dans ma fenêtre, en bas à gauche, ici, toutes les informations qui sont associées à cet objet. Je ne suis pas venu sélectionner juste un trait, je suis venu sélectionner un mur. Ce mur, il a un nom, il a un type, et il va porter un certain nombre d'informations. On va retrouver tous les éléments de construction et les espaces, on va retrouver son identification. Très important, on va être capable d'historiser ce qui s'est passé sur cet objet. On va savoir qui l'a créé, dans quel outil il a été créé, qui l'a modifié, dans quel outil il a été modifié. Donc, on va pouvoir tracer ce qui est arrivé à ce mur tout au long du travail dans un processus BIM. Ce mur, il va être en relation avec d'autres objets. On va savoir que ce mur, il est connecté à une pièce, que cette pièce est derrière ce mur. On va savoir sur quelle surface la connexion a lieu, que ce mur est connecté à d'autres murs, qu'il y a un plancher qui vient se connecter dessus, comment ce plancher est connecté dessus, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, on ne parle pas juste d'une géométrie 3D, mais chaque objet porte bien de l'information, et cette information va être de l'identification, de l'historisation et des notions de relation entre tous les différents éléments de ma maquette numérique au format BIM. Et donc, c'est ce que vous allez retrouver ici sur le petit papyrus qui vient d'apparaître. Si on passe sur la diapo suivante, donc, tout ça, c'est bien joli. Je vous ai présenté le Building Information Model en vous disant c'est une maquette numérique. J'ai plus uniquement de la géométrie, mais je suis capable d'associer de la sémantique, de l'information à mes objets. Je vais être capable de les identifier de manière précise. C'est super. Le Building Information Modeling va me permettre de travailler autour d'un processus collaboratif. Encore mieux. La problématique, c'est que pour que ça marche, il va falloir qu'on ait des règles autour de tout ça pour éviter que chacun, finalement, interprète les processus et les mette en place à sa manière, vienne décrire les éléments à sa manière. En quelque sorte, on a besoin d'un code de la route. Et pour faire une analogie simple,
chez Building Smart France, on a tendance à considérer que le mot le plus important, c'est interopérabilité. Et pour vous décrire l'interopérabilité, je prendrai un exemple très simple, les téléphones portables. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont un téléphone portable Android, certains d'entre vous ont un téléphone portable Apple. Aucun d'entre vous ne se pose la question quand il envoie un message d'un téléphone Android à un téléphone iPhone de ce qui va se passer, de comment il doit faire. Il compose son message, il appuie sur envoyer, il est reçu de l'autre côté. Pourquoi ça fonctionne? C'est grâce à l'interopérabilité qui a été mise en place. Il y a des petites mains derrière qui ont travaillé à mettre en place des protocoles normalisés d'échange entre ces différents systèmes d'exploitation de téléphonie. Et bien finalement, dans le BIM, c'est de ça qu'on a besoin aussi, d'être capable de créer l'interopérabilité entre tous les acteurs et tous les outils. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans le cadre de la création de normes. Dernière chose très importante, et c'est là que vous retrouvez le petit symbole IFC, c'est que pour nous, chez Building Smart France, pour que ça fonctionne, il faut travailler sur des normes ouvertes, sur des formats de fichiers ouverts. C'est pour ça qu'on parle d'OpenBIM et de format IFC. En gros, si vous n'utilisez qu'un type de logiciel, finalement, peu importe d'avoir accès à un format de fichier ouvert international, parce que échanger avec soi-même, c'est très simple. À partir du moment où on va avoir des acteurs hétérogènes dans ce processus BIM, il va falloir être capable de leur donner un format de fichier commun que tous puissent comprendre et de mettre en place des processus que tous puissent implémenter. C'est ça la notion d'OpenBIM et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place et de vous montrer comment l'utiliser dans le cadre des échanges et des interactions entre Batiprix et les processus BIM. Et je vais du coup redonner la parole à Soufiane. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle du BIM sur le marché du neuf, excusez-moi, globalement, il n'y a pas de sujet. Le neuf, c'est souvent quand même des gros projets. On parle bien évidemment du tertiaire, hein, des bâtiments plutôt de bureaux ou des bâtiments industriels, des grandes constructions. Les investissements étant relativement importants, en fait, on sait facilement, et les acteurs se sont organisés naturellement, un maître d'œuvre est capable aujourd'hui de produire une maquette numérique parce qu'il en a les compétences. Et c'est relativement courant, en tout cas sur les nouveaux projets de nouvelles constructions, il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, quand on parle du marché de la rénovation entretien, du marché de l'entretien et amélioration des bâtiments, bah c'est une autre paire de manches. Alors, déjà, ces projets sont très particuliers. On n'a pas la même notion de temps, de délai. Donc, quand on a besoin de faire des travaux de rénovation, souvent, c'est relativement urgent, c'est court en délai, c'est pas tout à fait les mêmes échelles de temps. En termes de coûts, c'est pareil. Souvent, excepté bien évidemment une particularité des grands ou des gros projets de rénovation entretien, donc où là on peut éventuellement restructurer l'ensemble d'un bâtiment. Là, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça rentre plutôt dans la première catégorie. Donc, c'est des gros projets d'investissement qui sont capables de financer en quelque sorte ces travaux. Par contre, bon, les petits projets de rénovation ou les projets de rénovation courants, les contrats de maintenance et exploitation des bâtiments ne permettent vraiment pas du tout de supporter un coût. Et puis, supporter un coût, déjà, par quoi commencer? Je commence par quoi? Par faire la maquette numérique qui décrit l'ensemble du bâtiment pour faire un marché de rénovation qui ne va toucher, par exemple, que l'exploitation, ou un marché de rénovation qui ne va toucher que l'exploitation technique ou que la partie électrique, la partie CVC, la partie plutôt second œuvre, la partie gros œuvre. Comment je fais? C'est pas forcément évident. Et donc, il y a aussi une autre particularité, c'est la compétence interne. Souvent, le maître d'ouvrage en fait, est un peu démuni. Bon, je ne veux pas non plus exagérer, mais aujourd'hui, il est quand même relativement admis que le BIM reste encore, en tout cas en termes de compétences techniques et en termes de connaissances, entre les mains d'une petite population, en quelque sorte, qui a les moyens de se former, d'investir sur le sujet, mais ce n'est absolument pas aujourd'hui démocratisé. Et par exemple, si je prends le cas des petites collectivités, ou des d'investisseurs en fait, qui ont des patrimoines immobiliers qui est censé normalement apporter des revenus, il n'est même pas envisageable de leur parler, de parler à cette population, d'aller faire des maquettes BIM justement pour gérer l'exploitation et l'entretien, amélioration de leurs bâtiments. Ce n'est absolument pas possible. Donc, et pourtant, en fait, le marché de l'amélioration et l'entretien des bâtiments, sur le segment hors logement, vous voyez les chiffres
de la FFB, de la Fédération française du bâtiment, représente quand même, en nombre d'opérations, il représente la principale, en volume, en nombre d'opérations, ce n'est même pas comparable. Il y a plus de 90% d'opérations, pour ne pas dire plutôt 99% d'opérations de rénovation, entretien chaque année, et à peine 1% d'opérations de nouvelles constructions, sur ce segment de marché en tout cas. Puis en valeur, c'est pas rien du tout, ça représente, il est même supérieur au marché de la construction neuve. Donc plus de 33 milliards en 2020, en tout cas ça c'est les chiffres publiés de l'année 2019, plus de 33 milliards d'euros, c'est vraiment pas du tout un petit marché et c'est loin d'être quelques petites opérations d'entretien, amélioration. Et pourtant, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui, énormément d'actions de la part du gouvernement, de la part d'un certain nombre d'acteurs pour essayer de promouvoir le BIM un peu sur toutes les opérations concernant l'entretien, parce que ça sert à ça aussi le BIM. Ce n'est pas uniquement la maquette dans son premier cycle de vie, dans son étape de construction. Le BIM a plus vocation d'améliorer en quelque sorte la valorisation, ou plutôt de maîtriser la valorisation d'un patrimoine immobilier tout au long de son cycle de vie, et de maîtriser exactement toutes les opérations qui vont être effectuées pour simplifier les interactions entre les acteurs. Est-ce que c'est possible de démocratiser le BIM, en tout cas, sur ce segment de marché? Nous, on y croit. On y croit et on va vous parler concrètement maintenant des solutions. Qu'est-ce que propose Building Smart pour adresser cette problématique et qu'est-ce que propose Batiprix juste derrière pour essayer d'accompagner les acteurs sur ce segment de marché ou sur les contraintes, que ce soit les contraintes techniques de coût ou de délai, pour arriver à rattraper en quelque sorte un peu le retard sur le marché de la construction. Frédéric, je te passe la main. Merci, Fiane. On va commencer très rapidement pour repositionner cette problématique. Au sein de Building Smart International, historiquement, on parle de ce qu'on appelle le triangle des normes, qui est décomposé en 3 parties. La première, c'est comment structurer l'information. Et ça, on vient de l'évoquer, hein, c'est cette fameuse structuration IFC OpenBIM qui nous permet d'échanger l'information dans un Building Information Model, une maquette numérique. Définir les processus, on l'a évoqué rapidement et c'est pas forcément notre sujet aujourd'hui, et on pourrait discuter des heures autour de ça. Mais le troisième, très important, c'est être capable de comprendre de quoi on parle quand on parle d'OpenBIM. On échange de l'information, on sait la structurer, on a mis en place les processus d'échange, mais surtout, il faut être capable de comprendre cette information. Alors, si on passe à la diapo suivante, vous allez voir rapidement quel est le problème qu'on a à résoudre. Je suis un acteur d'un processus BIM, un acteur quelconque. Et en fait, dans un cas, je vais être un ingénieur qui fait du calcul de structure. Et pour faire mon calcul de structure, je vais utiliser des informations dont j'ai besoin, qui sont définies dans des normes européennes, qui sont les Eurocodes. Donc, il va falloir que j'applique et que je fasse des calculs de descente de charge sur mon bâtiment, pour vérifier que tout ne va pas s'effondrer quand il va y avoir du monde dedans, très simplement. Il va falloir que j'accède à ces informations. Derrière, moi, je suis économiste, je veux faire du chiffrage, et puis il va falloir que j'utilise au hasard les informations qui sont présentes dans la nomenclature Batiprix. Je suis ingénieur thermique, il va falloir que je fasse un calcul de RE 2020 dans quelques temps. Il va falloir que je sois capable de trouver dans ma maquette numérique BIM les informations disponibles pour réaliser ces calculs. Et le problème qui se pose finalement, c'est qu'on a plusieurs sources d'informations hétérogènes. Là, je vous ai pris 3 exemples, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Chacune de ces sources a sa propre structuration de l'information et les propriétés et les ouvrages sont chaque fois décrits de manière différente. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour régler ce problème-là. Et la solution que propose Building Smart International, c'est le sujet de la diapositive suivante. C'est ce qu'on appelle le Building Smart Data Dictionary, ou BSDD, qui va être en fait un espace, une plateforme sur Internet, avec une base de données derrière, qui va être capable de stocker différentes nomenclatures. On parle de Batiprix, dans le monde de la distribution, on va pouvoir parler de ETIM, qui décrit les informations, on va avoir des classifications internationales, Omniclass, Uniclass, évidemment, la nomenclature, la classification, le modèle de données des IFC. On va avoir, comme ça, un grand nombre de sources d'informations, mais qui dans le BSDD vont être structurées de la même façon, et surtout, BSDD va être capable de les mettre en relation.
de savoir qu'un élément dans les IFC va correspondre à un objet dans la classification ETIM, à un objet dans la nomenclature bâti-prix. Et c'est en utilisant ce Building Smart Data Dictionary qu'on va être capable de recoller les morceaux et finalement de rendre l'utilisation de ce BIM accessible à tous en s'affranchissant de la complexité de la définition de ces outils-là et de ces structurations qui finalement ne nous intéressent pas dans nos processus de travail de tous les jours. Ce qui nous intéresse, c'est d'avancer, d'associer un code nomenclature bâti-prix à un mur, à une fenêtre, à un élément HVAC, quel qu'il soit, et non pas de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un BIM et comment sont décrites les informations qui sont dedans. Et c'est à ça que va nous aider le Building Smart Data Dictionary. Voilà, donc en fait, pour répondre à pour avancer un petit peu plus plutôt hein, dans cette réponse, qu'est-ce que propose concrètement Batiprix? Justement, avant peut-être de parler de la solution, hein, de ce qu'on est en train de faire pour essayer d'accompagner les acteurs, il y a une question à laquelle on va répondre à la fin du webinaire à ce sujet. Donc, Batiprix, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, en fait, c'est pas une base de données de prix. Bien évidemment, il y a des prix, mais il y a surtout le descriptif et tout un tas d'informations extrêmement utiles pour la description des ouvrages et pour calculer surtout le coût. Quel est le coût? Quel est le temps de mise en œuvre? Quel est le coût en quelque sorte de fourniture, mais pas que le coût d'ailleurs, il y a aussi les quantités. Donc, cette nomenclature ou cette bibliothèque, elle est constituée aujourd'hui d'environ 30 000 ouvrages qui sont classés à travers un code, comme un code EAN d'ailleurs, à 13 chiffres, mais extrêmement bien précis et extrêmement bien organisé. Donc, je vais vous présenter l'organisation juste après. Qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, dans cette classification, je pense que la diapositive suivante va vraiment, une image vaut mieux qu'un long discours. Si je prends un exemple concret, par exemple une semelle filante, bon, vous avez tout un tas d'informations qui permettent de chiffrer en quelque sorte la mise en œuvre d'une semelle filante de cette largeur et de cette hauteur, hein, qui a des caractéristiques extrêmement précises. Bon, on trouve du béton dosé à 150 kg parce qu'il faut du béton à hauteur de 5 cm pour démarrer. Et puis après, il y a tout un tas d'autres matériaux nécessaires à la mise en œuvre de la semelle filante. Elle a un code unique de 13 chiffres, une unité, un temps de mise en œuvre. Donc, pour le mètre linéaire, il faut 2 heures 0,85 millième d'heure. Un coût chargé, on est dans les travaux de grosses œuvres, donc il y a un coefficient en quelque sorte, il y a une qualification en quelque sorte des ouvriers nécessaires pour la mise en œuvre de tel ouvrage. Et donc Batiprix vous explique dans les hypothèses prises en compte pour le calcul du taux horaire de mise en œuvre pour ce type d'ouvrage. On va prendre la qualification d'un certain nombre d'ouvriers, plutôt d'employés, de salariés du BTP selon leur qualification. Parfois, il faut de l'encadrement, parfois, il n'en faut pas. Donc, ce n'est pas juste un salaire chargé moyen. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça puisse paraître simplement sur le chiffre de 62,55. Derrière, il y a énormément d'ingénierie, énormément de calculs pour arriver à ce prix-là. Ensuite, vous avez les quantités de fourniture nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Pour chaque fourniture, on ramène en quelque sorte les quantités à l'unité de l'ouvrage, donc combien il en faut pour un mètre linéaire. Et puis après, vous avez en quelque sorte tout un tas d'informations qui sont plus à droite nécessaires au prix, hein, au chiffrage. Du coup, bien évidemment, le déboursé sec, c'est le coût net. Après, sur ce coût net, on rajoute les frais généraux et un taux de bénéfice pour avoir le prix. Le prix en fourniture et de pose, c'est le cas qui est donné ici, mais vous avez aussi en fait un autre coefficient de frais généraux qui est associé aux ouvrages qui ne sont que des prestations de services. Donc l'entreprise ne fournit pas et ne revend pas les matériaux. Alors, concrètement, ce code-là est constitué de 13 chiffres. Donc chaque section, en quelque sorte, où l'organisation de Batiprix fait que si vous me donnez n'importe quel chiffre, eh ben, si j'ai le dictionnaire Batiprix, si j'ai accès à Batiprix, je suis capable très facilement de savoir, rien qu'avec le code, de savoir exactement de quoi on parle. Alors pour la semelle filante, le 0,1, en fait, c'est simplement la classification du code du corps d'état gros œuvres maçonnerie. Le 35, c'est le chapitre 35 qui concerne les ouvrages composés en béton armé. Le 03, c'est la famille des ouvrages en béton fabriqués sur le chantier, etc., jusqu'à ce que je trouve, en quelque sorte,
l'ouvrage concerné. Donc parfois, il y a 5 niveaux de classification, donc dans certains chapitres qui sont relativement complexes et qui contiennent beaucoup trop d'ouvrages. Pour simplifier en quelque sorte les accès, il y a cette notion de sous-famille. Parfois, elle n'est pas nécessaire et donc le code est à zéro dans la semaine filante en question. Donc en fait, c'est extrêmement bien structuré et aujourd'hui, quand on regarde les pratiques aujourd'hui de Batiprix, vous avez 30 000 professionnels qui utilisent cette nomenclature, et ben, quand j'appelle moi parfois certains clients, ils me disent en fait, moi, c'est très simple. Je suis maître d'ouvrage, j'ai des appels d'offres de gestion de mon patrimoine immobilier, enfin de gestion de l'exploitation, entretien de mes bâtiments. Quand je reçois des devis, en fait, je ne regarde que le code d'ouvrage bâti-prix. Et donc, ils accèdent à la solution qui permet de rechercher les ouvrages, et donc ils y vont, 01, 35, 03, etc. Est-ce que, en fait, l'ouvrage, le code d'ouvrage correspond à la description de bâti-prix? Est-ce que ça correspond bien en quelque sorte à ce que je veux faire? Est-ce que le temps de mise en œuvre est cohérent par rapport à la prestation qui est proposée? Parce que l'entreprise va forcément modifier les quantités, donc forcément les quantités et les temps de mise en œuvre. Et bien évidemment, est-ce que le prix est un peu conforme aux pratiques du marché? Après, Batiprix n'est pas là pour influencer les prix, ça donne principalement quand même une indication sur le prix. C'est une sorte d'indice base 100. Les entreprises sont libres de pratiquer les prix qu'elles souhaitent. Et je vous ai rappelé tout à l'heure en fait que Batiprix, c'est d'abord une méthodologie. Il faut vraiment exploiter, utiliser la méthodologie pour l'adapter en quelque sorte aux usages, aux chantiers, aux projets, à l'accord cadre, etc., etc. Et donc, sans cette méthodologie, il est impossible aujourd'hui, il est impossible pour un acteur, en quelque sorte pour un maître d'ouvrage surtout, parce que les professionnels, les entreprises de travaux, les maîtres d'œuvre sont censés quand même être beaucoup plus compétents et maîtrisent un peu le sujet. Par contre, un maître d'ouvrage qui pilote en quelque sorte, qui gère un patrimoine immobilier, il n'a pas toujours des profils extrêmement techniques, extrêmement pointus, et surtout qui connaissent les 23 corps d'État ou les 22 corps d'État de la construction. C'est pas possible d'être spécialiste, ou alors il faut un spécialiste par corps d'État, ce qui n'est pas forcément toujours facile pour un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, globalement, la classification de Batiprix, elle est faite comme ça aujourd'hui. C'est une sorte de code EAN pour chaque code ouvrage. Alors pourquoi le BIM? En fait, nous, c'est-à-dire que à partir du moment où les maîtres d'ouvrage, en quelque sorte, utilisent la nomenclature Batiprix ou les entreprises de travaux utilisent la nomenclature, la bibliothèque pour décrire leur projet de rénovation, entretien, il est tout à fait possible pour nous et relativement simple, bon, techniquement complexe, mais pour les acteurs, c'est extrêmement facile de continuer à utiliser la nomenclature Batiprix pour décrire leurs ouvrages et en même temps, on va leur mettre à disposition toute la documentation, en quelque sorte, toute la base documentaire BIM qui concerne en quelque sorte tous leurs projets de rénovation, entretien. Tout à l'heure, Frédéric rappelait que le BIM, en fait, ce n'est pas juste une maquette, ce n'est pas un fichier, ce n'est pas un document. Non, c'est vraiment un processus qui permet, par exemple, de suivre l'historique, en quelque sorte, de toutes les actions qui ont été réalisées sur le bâtiment. Eh bien, on a quand même un certain nombre de marchés. Il y a des marchés, je ne sais pas les quantifier, mais on a certains donneurs d'ordre qui ont des marchés de plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois plusieurs millions, dizaines de millions d'euros par an. Ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'opérations d'entretien et de rénovation ou parfois des projets d'extension et de construction. Est-ce qu'il est possible simplement de continuer à utiliser pour ces mêmes acteurs qui ont des utilisateurs qui ont relativement acquis en quelque sorte l'expérience et la compétence sur Batiprix, de disposer en même temps de cette description BIM? C'est tout à fait possible. Donc en fait, notre objectif, nous, à travers ce mapping entre la nomenclature Batiprix, un code d'ouvrage Batiprix, il y a un exemple juste concret après, et en fait toute la complexité du BIM, parce que tout à l'heure, on va vous montrer la complexité, ça paraît très très simple, mais ce n'est pas forcément quelque chose de très très simple, ce n'est pas juste un tableau où j'ai les codes ouvrage Batiprix d'un côté et puis les classes IFC de l'autre côté pour avoir la description BIM, ça va un tout petit peu plus loin. Ce qu'on veut, c'est vraiment de réduire cette barrière technique pour que les acteurs puissent rester en quelque sorte sur leur périmètre métier, juste parler d'ouvrages métiers, et qu'on puisse, nous, leur apporter toute la connaissance, toute l'expertise en quelque sorte technique, pour qu'ils puissent, le moment où les maquettes BIM, par exemple, seraient réalisées sur leur patrimoine immobilier existant, qu'ils puissent les intégrer de façon relativement simple et qu'ils ne perdent pas en quelque sorte toute cette connaissance en attendant qu'un jour, il y aurait éventuellement un gros projet d'investissement pour aller
faire des maquettes BIM sur un certain nombre, sur une partie du patrimoine qui serait, par exemple, éligible et intéressante, parce que dedans, on y fait beaucoup d'entretiens. Par exemple, un grand bâtiment, un hôtel de ville, etc. etc. Donc c'est ça notre objectif et c'est ça ce qu'on souhaite réaliser avec Building Smart. Donc pourquoi Building Smart? Parce qu'on travaille principalement avec Building Smart France, mais qui est une entité qui est totalement intégrée dans Building Smart International. Tout simplement, la notion pour nous de banalisation passe à travers une sorte de bus de communication. Alors, j'aime pas trop les termes techniques, mais cette plateforme, le BSDD, est une plateforme en quelque sorte de mise en relation ou mise en correspondance de différentes nomenclatures du marché. Il y a Batiprime, il y a aussi d'autres nomenclatures qui utilisent par exemple les fournisseurs, les fabricants de matériaux. Et donc l'idée, c'est de rentrer en quelque sorte dans une sorte de bus de communication et d'inter-échange pour que Batiprix puisse aussi éventuellement être utilisé de la même manière par tout un tas d'acteurs qui ne sont pas du tout les acteurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les entreprises de travaux, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. D'autres, les distributeurs par exemple, les entreprises d'ingénierie, etc., etc. Donc pourquoi aussi Building Smart France? Parce qu'on souhaite et on en profite de fait de l'expérience internationale et de toutes, en quelque sorte, les réalisations que font l'ensemble des acteurs, pas uniquement en France, mais aussi au niveau international. Donc, un exemple concret, je laisserai Frédéric le commenter parce que il va vous montrer globalement, on a presque fini, hein, on va vous laisser 10 minutes d'interaction. Donc, si on prend Frédéric. Oui, j'étais en muet, toutes mes excuses. Donc oui, là, on vient de vous expliquer qu'on veut vous masquer la complexité de tout ça. Et effectivement, c'est le cas. Mais pour vous la masquer, nous, il faut qu'on l'adresse. Donc c'est un peu l'objet de cette diapo. Sur la partie d'en haut, vous allez retrouver les informations que nous a très clairement explicité Soufiane. On est dans Batiprix, on a une semelle filante qui est un ouvrage avec un certain nombre de caractéristiques associées et un code. Ce code-là va nous permettre d'identifier de manière complètement unique cet ouvrage dans la nomenclature Batiprix en connaissant tous ses éléments constitutifs. De l'autre côté, on a une maquette numérique au format IFC qui, elle, va décrire une semelle. Et cette semelle-là, ça va être un AFC footing ou un strip footing. Peu importe. Ce qu'on est capable de faire dans le Building Smart Data Dictionary, c'est de dire que cet élément du BIM, cet élément qui est qualifié comme un IFC footing, et qui a la définition qui va avec, qui a un certain nombre de propriétés, d'attributs qui y sont associés. Là, on va retrouver une épaisseur, la qualité du béton, la résistance à la compression du béton, etc. Toutes ces propriétés seront présentes dans le BSDD, mais surtout, on va être capable de dire que dans une maquette numérique, un IFC footing, point strip footing, ça peut être mis en relation avec le code 0135 blablabla. Et finalement, c'est la seule chose qui va vous intéresser, vous. Cette complexité, nous, on l'adresse. On va passer du temps, Soufiane et ses équipes, et les équipes de Building Smart France, à travailler sur quel code Batiprix peut être associé à quelle classe IFC, plus telle valeur de propriété associée, et vous mettre en fait à disposition derrière le package qui permet de faire le lien entre les deux de manière plus ou moins automatisée. Alors, il n'y aura pas toujours des relations 1-1, c'est-à-dire une relation exacte entre un code Batiprix et une classe IFC plus des propriétés. Mais en tout cas, on va aller le plus loin possible pour vous permettre, quand on clique sur un mur, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'être capable de vous dire, hop, ça peut correspondre à ce ou ces codes Batiprix-là. Et donc, on va, nous, s'attacher à adresser cette complexité pour vous fournir la solution qui va masquer cette complexité-là. Donc là, Soufiane, très rapidement, a affiché, c'est une page du Building Smart Data Dictionary, où on est sur l'IFC footing, donc on va retrouver cette définition, etc. Mais surtout, plus bas, vous allez retrouver toutes les propriétés correspondantes, avec notamment la résistance à la compression du béton, etc. etc. Et ces informations-là peuvent être liées à la nomenclature Batiprix, ou à une nomenclature ETIM pour les distributeurs, etc. etc. Donc, c'est comme ça que tout ça va fonctionner. Et donc, pour prendre un exemple, et très rapidement, puisqu'effectivement, on a été tous les deux fort bavards, un exemple de processus de comment on imagine pouvoir mettre ça en musique plus ou moins rapidement, le plus rapidement possible, en tout cas, on l'espère tous les deux, évidemment. Je suis dans mon logiciel BIM. Alors, peu importe mon logiciel BIM, le sujet n'est pas ici de parler d'outils.
Je vais ouvrir ma maquette numérique, hein. Tout à l'heure, on a vu des viewers gratuits. Pourquoi pas dans un viewer gratuit? Je vais sélectionner mon mur, on l'a vu. Et en sélectionnant ce mur-là, l'outil que j'utilise va être capable de savoir qu'on est sur un IFC wall. Donc, encore une fois, cette complexité est masquée. C'est le logiciel qui va savoir pour vous qu'on est sur un mur. Et il va savoir que ce mur-là, son code de nomenclature bâti prix de base, c'est paroi verticale, c'est le 0137. Et derrière, l'utilisateur va pouvoir venir chercher un code plus précis en descendant jusqu'à l'ouvrage finalement, pour associer le véritable code ouvrage bâti prix qu'il souhaite à cette maquette numérique. Et cerise sur le gâteau, on va être capable, grâce à ce code ouvrage, de venir enrichir la description du fichier IFC en mettant, pourquoi pas, certaines valeurs dans les propriétés. On parlait d'épaisseur tout à l'heure, on parlait de résistance à la compression du béton. Si ces propriétés-là sont définies dans l'ouvrage bâti prix, grâce à ce code-là, on va pouvoir venir enrichir la définition des objets dans notre maquette numérique. On enregistre tout ça au format IFC OpenBeam, et derrière, on peut diffuser ça à tous nos petits camarades pour échanger les informations des codes nomenclature bâti prix qu'on est venu insérer dans notre maquette BIM. Et c'est ça qu'on imagine faire avec Soufiane. C'est ça notre rêve pour la suite autour de cette relation entre bâti prix et les processus BIM. Absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, il y a eu pas mal de questions. Alors, certaines, en fait, sont... je vais passer à la diapositive, justement, enfin, juste pour vous dire que notre partie, en tout cas, cette présentation est terminée. Merci, en tout cas, d'être réactif, en tout cas, et interactif, pardon, avec l'ensemble de vos questions. Alors, je prends les questions de la fin et puis on va remonter. Alors, une question de Romain. Dans certains cas, un ouvrage bâti prix peut correspondre à un ensemble d'objets BIM et pas un seul. Comment cela fonctionne? Je pense que la dernière diapositive répondait très bien à cette question. En fait, l'idée, c'est d'abstraire en quelque sorte, de s'abstraire totalement de cette complexité de mapping BIM. C'est plutôt bâti prix qui va le faire. Donc, quand on parle d'une semelle filante, avec telle caractéristique, avec tel type de matériaux, tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a fait déjà avec nos premiers travaux. Et l'idée, c'est que demain, on continue, les acteurs continueront à utiliser bâti prix et en même temps, ils auront toute cette description ou toute cette documentation qui va venir naturellement s'inscrire en quelque sorte dans leur projet, dans leur descriptif de travaux. C'est ça, en fait, l'intérêt en quelque sorte de cette démarche. Donc après, j'ai une autre question de la part de Smaïn, alors qui parle effectivement de la difficulté, on en a parlé tout à l'heure, hein, sur le marché de la rénovation. En effet, Smaïn propose, alors le BIM exploitation, il propose plutôt de montrer tout l'intérêt d'une gestion du bien version 2.0 au lieu et place d'un outil de gestion technique plus traditionnel. Alors, en tout cas, certainement, la démarche qu'on propose, elle est en fait drivée, pardonnez-moi le terme anglophone, ou plutôt pilotée par cette contrainte métier et technique. On a aujourd'hui une nomenclature. Bon, il y a beaucoup d'acteurs en fait qui connaissent en fait la nomenclature bâti prix. Si on met de côté, j'ai vu quelques remarques sur le prix. Si on met de côté le prix, parce que le prix finalement est une composante en fait dynamique. Ça dépend vraiment de plein de choses. Les entreprises n'ont pas du tout le même coût de fonctionnement, n'ont pas du tout le même pouvoir de négociation. Hein. Il y a des entreprises capables d'avoir des 70% de remise avec des fabricants, plus 76 pour certains, 75, 80. Bah, du coup, on ne peut pas parler vraiment du prix. Le prix, c'est quelque chose, c'est le paramètre libre. Par contre, quand on parle de la partie technique, la description technique, je pense que le petit prix répond, je suis sûr, puisqu'il y a quand même des dizaines de milliers de professionnels qui l'utilisent, répond à cette contrainte technique. Comment banaliser en quelque sorte la description technique sur tous les corps d'État, notamment sur les corps d'État exploitation, maintenance des bâtiments, eh ben, en utilisant une nomenclature relativement simple. Bien évidemment, les acteurs sont bien évidemment invités à l'enrichir. Nous, on travaille avec les clients, on travaille avec les entreprises. Donc, on est tout à fait à l'écoute pour compléter en quelque sorte, ajuster si nécessaire, et c'est ce qu'on fait de toute façon nous-mêmes. On travaille avec les entreprises pour essayer d'ajuster. Donc oui, tout à fait, mais la démarche qu'on propose, on pense qu'elle permettra à un certain nombre d'acteurs d'essayer d'attaquer en quelque sorte le BIM à travers cette nomenclature métier. Voilà, tout simplement. Sans forcément utiliser des outils relativement complexes,
Donc, on est en train de réfléchir à un partenariat avec une entreprise en fait, qui propose, je ne peux pas la citer puisque je n'ai pas forcément demandé l'autorisation, mais qui propose un outil beaucoup plus simple. Alors, on parle du draft du BIM, en fait, des maquettes 2D, des maquettes relativement simples pour franchir un premier palier, une première étape. Avoir quand même la description BIM et commencer à préparer le terrain sur le marché de la rénovation entretien en utilisant des outils simples, accessibles techniquement et financièrement pour permettre aux acteurs de commencer en quelque sorte à éduquer et à former leur communauté. Si je peux me permettre, Soufiane, par rapport à la question de Smaïn, effectivement, on a complètement identifié cette notion de valoriser et de travailler sur ce BIM exploitation. Et on a des groupes de travail qui sont en cours au sein de Building Smart France, qui traitent justement du BIM gestion, exploitation, maintenance, et qui travaillent à réfléchir comment adresser le sujet et comment le valoriser, donc qui répondent bien également à cette question. Voilà, excuse-moi pour l'interruption. Pas de problème, pas de problème. Alors, Eva nous pose une question. Je pense que vous réagissez par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Y a-t-il un document commercial où nous retrouvons toute la méthodologie dans le chiffrage des projets de construction? Oui, tout à fait, en fait. Si vous achetez, par exemple, un ouvrage bâti-prix, un ouvrage papier, ou même un abonnement numérique, bah, vous avez la méthodologie. Après, la méthodologie de calcul, en fait, vous pouvez la trouver même gratuitement. Parfois, on la publie à titre d'exemple, en quelque sorte, sur notre site web. Vous y allez, on vous explique exactement toutes les hypothèses qui nous ont permis à construire en calcul des prix. Donc, vous pouvez y aller et si vous le souhaitez, je pourrais tout à fait vous transmettre en quelque sorte un document qui permet, en tout cas une partie. Alors le contenu, bien sûr, c'est notre patrimoine, c'est notre fonds de commerce, on ne peut pas le distribuer, mais les hypothèses et la méthodologie de calcul, elle est totalement libre et totalement gratuite en fait. C'est ça qui fait en quelque sorte que tout un tas d'acteurs ont continué depuis 40 ans à utiliser Batiprix. Et juste pour votre information, en fait, chaque année, le millésime, il y a un nouveau millésime qui est publié, donc sur le print, mais aussi sur les versions digitales. Ce millésime est déposé à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, donc il est tout à fait consultable gratuitement. Est-ce que je peux... J'ai une question, moi, sur Etim, donc ça va peut-être être plus simple pour moi. Donc, toute la classification Etim est intégrée dans BSDD. Ce qui n'est pas aujourd'hui finalisé dedans, c'est les relations entre les codes Etim et les IFC. Très clairement, encore une fois, l'objectif, c'est de se dire, quand les gens de chez Etim auront fait les liens entre les codes Etim et les codes IFC, et que nous, avec Soufiane, on aura finalisé nos liens entre la nomenclature, les codes bâti-prix et les IFC, de fait, vous allez récupérer effectivement ce lien entre un code ETIM et un ouvrage, un ouvrage qu'on va retrouver dans la nomenclature bâti-prix. C'est comme ça qu'on va arriver à tirer le fil. Donc, pour répondre à votre question, c'est l'idée et c'est en cours. Oui, alors une autre question très intéressante, en tout cas de Eva. Alors, je lis votre question pour que ça soit plus simple pour les participants. Comment le BIM peut nous aider ou répondre à la démarche de coût global dans la construction? Comment Batiprix aide et accompagne les acteurs dans cette démarche? En fait, c'est déjà comme ça que ça marche pour un certain nombre d'acteurs. Si vous prenez par exemple les établissements, plutôt les entreprises, les acteurs, les maîtres d'ouvrage, pour ne pas citer le public ou le privé, de façon générale, on a exactement, tous les acteurs ont les mêmes problématiques. Un maître d'ouvrage qui utilise Batiprix sur ses marchés d'exploitation, entretien des bâtiments, en fait, il accumule, en dehors du BIM, il accumule toute cette connaissance de coûts, alors pas un coût global, parce qu'il n'a pas utilisé probablement Batiprix pour la construction, mais une fois en fait qu'on commence à utiliser la même nomenclature pour suivre en quelque sorte toutes les dépenses sur un bâtiment, ben, on peut se constituer cette base de données de coûts, de TCO, de coûts global de la gestion du patrimoine immobilier. En tout cas, c'est tout l'intérêt. Donc, si on rajoute en fait cette dimension technique, cette dimension BIM, on rend encore Batiprix, qui est une nomenclature propriétaire, hein, c'est le moniteur qui en est le dépositaire de la marque, hein, ça appartient au moniteur, au groupe Infopro Digital. Donc, le fait de l'associer à la nomenclature BIM, ça rend la nomenclature Batiprix encore davantage plus accessible, en fait,
aux maîtres d'ouvrage, davantage accessible à tous les éditeurs qui proposent des solutions BIM, que ce soit des solutions extrêmement pointues ou des solutions intermédiaires qui permettent de mettre le pied à l'étrier. En tout cas, c'est notre vocation. En tout cas, on arrive bientôt au terme de cette réunion. N'hésitez vraiment pas vous avez en fait nos coordonnées. Alors, je vais les afficher. Vous pouvez nous écrire directement, soit à Frédéric ou à moi, et on sera ravis en tout cas d'échanger avec vous, alors soit verbalement, soit par écrit. Donc, vous pouvez noter nos adresses email. Vous aurez malgré tout quand même le support de présentation qui sera envoyé à tous les participants. Donc, je vous remercie infiniment en tout cas pour la participation à cette séance. J'espère en tout cas qu'on vous a apporté les réponses ou quelques réponses pour avancer sur cette démocratisation du BIM. Et j'espère qu'on vous retrouvera a posteriori, après, pour enrichir nos débats et peut-être faire des projets ensemble. Merci. Merci à tous. Merci infiniment. Merci à tous. Très Au revoir. Au revoir.